Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous sur Canal Algérie, c'est l'émission Sur Scène. Pour ce vendredi, nous avons choisi de parler de cette thématique, l'existence ou pas bien sûr du théâtre radiophonique en Algérie. Cette discipline incroyable, passionnante, n'existe plus malheureusement sur nos ondes. Nous allons parler de son histoire, de son actualité, mais peut-être, pourquoi pas, de son avenir. En tout cas, vous allez devoir rester avec nous pour découvrir nos invités de ce soir. Ils ont connu le métier, ils ont défendu cette discipline, on va tout de suite passer à les accueillir. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir parmi nous Sabrina Softa. Vous êtes une consoeur, une collègue aussi. Oui. On s'est plusieurs fois croisés dans les couloirs de la radio et notamment dans la télévision nationale. Marhaba bik, bienvenue à vous sur scène. Merci beaucoup. À côté de vous, bien sûr, un petit peu votre parrain, c'est un petit peu notre repère. On l'appelle le tonton avec son chapeau. C'est vrai qu'il est souriant, il nous donne du punch, il est très prolifique en matière d'écriture, d'ouvrage et d'imagination aussi. Et ben, il s'appelle tout simplement Monsieur Saïd Zamou Marhbabik et je suis encore une fois très ravi de vous retrouver après 6 ans de séparation télévisuelle, j'allais dire. Oui, oui, bonsoir. Vous êtes bien assis sur nos caisses là? Oui, ça va très bien. Ça va. Ah, voilà. On n'a pas voulu déranger un petit peu ou déroger les règles de la scène. C'est ça, il fallait trouver des éléments qui vont avec justement ces plonges de la salle Hadj Omar. On est au dernier étage du TNA d'Alger. C'est vrai que l'endroit est assez, j'allais dire, spirituel et mythique. Et bien sûr, c'est clair, c'est une bâtisse ancienne et il y a plein de comédiens qui sont passés par là. Je vous ai rencontré une fois, Sabrina, et on avait parlé de votre métier, de votre passion, oui. Qui est le théâtre radiophonique. Et brièvement, rapidement, vous m'aviez dit à l'époque, Amir, ça n'existe plus. Oui, tout à fait. À l'époque, c'est vrai, c'est pas que je vous ai pas pris au sérieux, mais je me disais, c'est pas possible, on peut pas arrêter une telle discipline qui, au contraire, en Europe, par exemple, ou dans le reste du monde, toutes les directions des radios ont décidé d'augmenter le volume horaire des pièces théâtrales radiophoniques à plus de 100 heures par semaine. C'est incroyable. C'est incroyable, oui. Alors racontez-nous, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé qu'il n'y avait plus de comédiens, les comédiens partaient à la retraite, et puis les auteurs aussi partaient à la retraite, ceux qui ont décédé, ceux qui ne sont plus de ce monde, donc sont partis. Et puis voilà, il n'y a jamais eu de relève. Oui. Donc les directions qui se sont succédées n'ont jamais éprouvé le besoin de recruter à nouveau, ou bien de... Voilà, donc c'est parti. Donc ça veut dire que c'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans les autres départements, par exemple de la radio, vous voyez qu'il y a des recrutements de journalistes, il y a des recrutements d'animateurs dans tous les paliers. Sauf que dans le domaine musical ou théâtral, parce que la radio avait justement hérité de au moment de la séparation, on en parle, au moment de la séparation entre la télévision et la radio, c'est la radio qui avait hérité du staff, on va dire, artistique, donc tout ce qui est orchestre. Là, on avait 3 orchestres. Oui, il y avait bien plus, hein, il y avait bien plus. À l'époque où moi, j'ai atterri à la radio, on va dire, il y avait 5 orchestres. Carrément, à l'époque, oui. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un? Il n'y en a qu'un, mais en fait, c'est pas un orchestre, parce que c'est plutôt... C'est des musiciens qui c'est se les rencontrent miettes de plusieurs orchestres. Il en est resté un par là, 2 par là. Je veux dire, à l'initiale, ils n'avaient pas la même discipline. Il y en avait qui faisaient du jazz, l'autre, il faisait du chabé. Et puis là, maintenant, ils sont dans le même orchestre. Ils sont organisés en collectif? Ils n'arrivent pas à organiser grand-chose parce qu'il manque des instruments phares. Par exemple, vous avez un orchestre où il n'y a pas de guitare électrique parce que justement, il n'y a plus de musiciens pour ça. Donc, ils ne recrutent pas. Vous faites avec ce que vous avez. Et puis nous aussi, hein, pour le théâtre, c'était pareil. Donc, il restait on va dire, un petit nombre de comédiens qui jouaient en arabe, on va dire. D'autres comédiens aussi, un tout petit nombre qui jouaient en kabyle. Oui. Et puis après, il y a eu le mixage des deux, on va dire. C'est devenu une seule troupe. Oui. Voilà. Alors ce soir, j'ai pensé aussi à
à vous inviter dans cette émission pour rendre hommage à un collègue, à un confrère aussi, qui nous a quittés le mois dernier. Il s'agit de Mohamed Jalfia. Oui, qui était auteur-réalisateur. Auteur-réalisateur, il faisait justement du théâtre radiophonique son oxygène, sa vie. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si, est-ce qu'on peut mourir de sa passion? Est-ce que le fait qu'on lui enlève ou qu'on enlève justement à un artiste son élément de vie, son oxygène, sa nourriture spirituelle, corporelle du quotidien, ça peut mener justement à des situations tragiques comme celle-ci? Écoutez, mourir de ça, je ne sais pas. Qaddarallahu ma sha'a fa'al. Mais je sais que nous étions vraiment tristes, affectés par ce qui nous arrivait. D'ailleurs, nous avons tous décidé de signer nos papiers pour partir à la retraite, oui, très rapidement, parce que ça devenait insupportable de recevoir des fiches de vœux comme ça. Choisissez un département. Donc, en ce qui me concerne, j'avais pas atteint mes années de travail. J'étais juste à 28 ans de travail au niveau de la radio. Mais je suis pas la seule d'ailleurs. Il y avait Linda Yasmine qui était dans mon cas, Mourad Zironi et tout. Oui. Nous avons tous signé un départ à la retraite anticipé, oui, parce que justement, des fiches de vœux nous étaient présentées tous les jours presque comme une menace, d'un air de dire voilà, il faut que vous alliez ailleurs, que vous alliez faire autre chose. En ce qui me concerne, j'étais réalisatrice, donc je pouvais aller réaliser dans toutes les chaînes de radio, que ce soit des flashs d'information ou autre chose. Oui. Et puis pour les comédiens, ils pouvaient aller et puis prendre le poste d'animateur. Voilà, donc ils nous demandaient, si vous voulez, de choisir. Et puis nous, ça nous heurtait profondément. Et surtout, Mohamed Jalfia, Allah yarhamou, il était très touché par... D'ailleurs, il était tout le temps comme un volcan en éruption, vraiment, oui, énervé, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pardon, je vous coupe la parole, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur toutes nos stations, je ne sais pas, vous me confirmez, parce que vous qui êtes directement impliqué dans cette discipline, aujourd'hui, on n'écoute plus de pièces théâtrales radiophoniques, ou du moins... ce qu'on diffuse aujourd'hui, ce sont des archives. Oui, exactement ça. Je veux écouter Monsieur Saïd Zamoum. Vous êtes là parce que vous êtes l'un des pionniers de ce domaine-là, de cette discipline magique. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot de fabuleuse ou merveilleuse, je ne sais pas, c'est un superlatif, mais c'est vrai que la particularité du théâtre radiophonique, c'est justement cette possibilité d'accéder rapidement au foyer, parce qu'il suffisait juste d'avoir un appareil comme ça, une radio, un transistor, et allumer le soir pour pouvoir écouter justement la voix de Abdallah Bouzida ou celle de l'Arbi Zkel ou de Kultoum ou Touri, Miha, voilà, tous ces noms-là. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui avez tellement fait pour cette discipline de se dire, voilà, finalement, bah, écoutez, il n'y a rien aujourd'hui? Une grande déception, très grande déception. Parce que c'est un don, quand on aime quelque chose, on aime. Et on aime le théâtre radiophonique parce que c'est un don, j'ai tout le temps voulu narrer, écrire, parler, raconter quelque chose. Oui. Et là, quand je pense que le théâtre radiophonique, en 1954-1962, oui, alors il existait tous les jours. Alors tous les jours, il y a la dramatique, il y a les sketchs, oui, il y a les feuilletons, il y a les opérettes, il y a tout le temps. Tous les jours, il y en a. Oui. Et pour un nombre d'heures de diffusion qui était moindre. Alors que maintenant, 24 heures sur 24, on réussit à diffuser une pièce par semaine et à 2 heures du matin pour les fantômes. Alors qu'il y a le théâtre radiophonique, c'est une école, c'est un cours. On apprend beaucoup de choses quand on pense que les grands artistes du monde sont sortis du théâtre radiophonique. Quand on pense qu'Orson Welles, en 1938, il a fait trembler l'Amérique, alors entièrement, en diffusant une histoire qui s'appelle Les Martiens attaquent. Alors en Californie, à Chicago, un peu partout, ça a été la panique.
Ben, les auditeurs, ils ont cru que c'était réellement les Martiens ils ont cru réellement que les Martiens attaquaient la Terre. Ils attaquaient la Terre. Ouais. Alors il a fallu intervenir par la radio en disant non, ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une histoire de théâtre radiophonique par Orson Welles. Et c'est ce qui a lancé Orson Welles, il est devenu la star mondiale. Oui. Quand on pense que Louis Jouvet, français, c'est le grand comédien, quand il dit bizarre, bizarre, bizarre. Il était ici à Alger, il était à Oran pendant la guerre 39-45, il était à Oran. Et il a même félicité Mohamed Lamrani. Il a félicité. Quand on pense qu'il est sorti du théâtre radiophonique. Paul Meurice sorti du théâtre radiophonique. René Dary, il est sorti oui. Henri Vangray, il est venu à Alger. Ouais. Alors on voit, le théâtre radiophonique, c'est un formateur pour la télévision, pour le cinéma et pour tout le monde. Alors quand on voit ici, on l'arrête, c'est une déception. Entre les mains, j'ai des ouvrages. Voilà, ce sont de nombreux ouvrages sur des pièces radiophoniques que vous avez transposées sur le format papier pour en faire justement sur les 3 langues. Des histoires comme ça, en kabyle, en arabe, en français. Kabyle, arabe, français, oui. Alors, c'est comme pour nous dire, moi j'éternise cet art et ça existera, et tant qu'il y a un livre... qui quelque part dans dans les bibliothèques ou dans les librairies, ben, ça fait partie de l'histoire et ça témoignera de l'existence de cette discipline. Bourourou, à un moment donné, avait atteint son apogée. Je rappelle juste que vous étiez quelqu'un qui avait commencé avec le dessin à la BD, puis vous avez bien sûr illustré dans des tabloïds assez connus et courageux et militants à l'époque, parce que toute la corporation à l'époque était militante pour la liberté de l'Algérie et l'indépendance. Puis vous décidez de travailler sur ce hibou-là qui fait très peur. Mais vous le décrivez autrement. Vous dites que finalement, le hibou n'est pas un animal ou un oiseau de mauvais augure, mais par contre, au contraire, il peut ramener de belles choses. Pas du tout, parce que non, ce qui était important pour moi, c'était, je voyais que Mary Shelley, elle a créé Frankenstein. Frankenstein. Enfin, le baron Victor de Frankenstein. Yeah. On va faire l'accent anglais. Alors, elle a créé, qui s'appelle d'abord Gouroul. Hein. Le personnage, il s'appelle Gouroul. Oui. C'était en 1820, c'était au moment, c'est la fille d'Henri Shelley, hein, le poète. Alors, c'était au moment de l'électricité. C'était le début du robotisme. Oui. Donc, elle s'est basée sur le robotisme. Ils étaient un peu avant-gardistes. Et voilà. Quand je pense qu'à Dracula, de Bram Stoker, aussi il a créé Dracula, le conte de Dracula, on se dit, on est un peu un vampire. Nous sommes un peu vampires sur les bords. Parce que des fois, qu'ils affouent, quand ils disent, déjà, c'est un peu vampire. Donc, il s'est basé là-dessus, sur cette colère-là. Il a créé le vampire Dracula. Quand on pense au loup-garou, quand on pense à la momie, tout ça, j'ai dit, en Algérie, on a quoi comme personnage? Et j'ai pensé à Bourourou. Pourquoi Bourourou? Il y a des fois, la beauté, elle est cachée à l'intérieur. Oui. Des fois, la beauté, parce qu'il ne faut pas voir seulement le physique, mais à l'intérieur, des fois, les gens, ils sont bons. Mais seulement le physique, il est un peu repoussant. Alors, Bourourou, des fois, j'ai constaté, il y a des gens qui disent, je suis Chambel Bourourou, je suis Oudjal Kib. Regardez, tête d'âne. Alors, tout ça, c'est la méchanceté, c'est l'ignorance. Mais à l'intérieur de la personne, peut-être il est bon. Voilà. Donc, alors, et je me suis basé, j'ai dit Bourourou. Pourquoi on dit Bourourou, il porte malheur? Pourquoi il porte malheur? Pourquoi c'est pas un coq? Pourquoi c'est pas un lapin qui porte malheur? Pourquoi on dit que c'est Bourourou? Un oiseau. Alors, quand on constate le Bourourou, réellement, il est beau. Je dis, moi, j'ai pensé que c'est l'oiseau le plus beau du monde. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a le plumage soyeux, il a des yeux ronds comme ça, beaux yeux, il a un petit nez, d'ailleurs même une vieille Josa, quand elle va pour une fille, pour chercher une fille à son fils, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle fait ça. Oh, quand tu fais, elle a les cheveux soyeux, une tête, une belle tête, des yeux comme ça, pas comme ceux de Bourourou. Un nez comme ça, une bouche à sera sordée. C'est pas de Bourourou. La beauté de Bourourou. Bah oui,
c'est la description, en tout cas, mesdames et messieurs, de la beauté de M. Saïd Zanoun. Hein. Donc, c'est lui qui décrit comme ça. Donc, je ne suis pas du tout responsable de ses propos. C'est ça. Je fais de l'humour. En tout cas, c'est vrai que, je ne sais pas, moi, quand je vous lis, enfin, déjà, je m'adresse aux jeunes, aux metteurs en scène et à celles et ceux qui éventuellement peuvent reprendre ces contes-là, ces pièces-là, c'est du tout fait, c'est du tout prêt. Voilà, vous ouvrez la première page, vous avez des personnages, des dialogues en 3 supports, c'est-à-dire les 3 langues, arabe, français et amazigh, et vous pouvez bien sûr vous adresser à Monsieur Zanoun Saïd, qui est présent aussi sur la toile, sur Facebook. Il peut justement vous transférer, j'y arrive, son expérience, son expertise et toute sa sympathie et sa générosité. Merci. Comme nous vivons ce mois-ci, bien évidemment, une célébration incroyable, c'est le 65e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre. Oui. Et bizarrement, ou par coïncidence, vous avez 65 ans de carrière en matière de théâtre radiophonique. Tout jeune. Ouais, ça fait jeune, oui. C'est vrai que ça fait jeune par rapport à tous vos écrits. Hein. Donc, j'ai envie de parler de Fatima. Fatima. Ben Ousmane Zekel, oui. Voilà. J'ai envie de parler de cette dame-là, de cette femme-là, et je rends hommage ce soir par l'occasion à toutes les femmes algériennes pour leur courage, pour leur citoyenneté, pour leur engagement pour l'Algérie. En tout cas, elles sont très, très, très engagées dans tout ce qui est relatif à l'avenir de notre pays. On les salue à travers, justement, ou à partir de ce plateau et à travers ces œuvres-là. Fatima Zekel, c'est ça? Fatima Zekel Ben Ousmane, oui. Et vous m'aviez dit avant de commencer l'émission, Émir, je ne pourrais pas faire cette émission sans parler de l'Arbi Zekel et Son frère. Oui, du frère de Fatima. Alors, qui est Fatima Zekel, justement? Fatima Zekel, Fatima Ben Ousmane Zekel, c'est une artiste, une comédienne à la radio, justement. Elle fait du théâtre radiophonique. Oui. Alors, elle fait en 3 langues. Hein. Et alors, elle a joué souvent ma mère. Quand je jouais, moi, j'ai joué son fils. Voilà. Et c'était une grande révolutionnaire. Elle a été arrêtée, torturée, tout ça, par le capitaine Feldmeyer, un parachutiste allemand à la Villa Cézini. Et elle s'en rappelle. Et un jour, elle m'a dit, elle m'a choisi pour raconter son histoire. Alors, elle m'a raconté son histoire de militante. Alors, c'est affreux ce qu'elle a passé comme torture, comme souffrance. Et là, quand elle est morte, l'Arhama, elle a demandé à être enterrée dans la tombe de son père. Son père, c'est Mohamed Zekel. Mohamed Zekel a été blessé le 1er mai 1945 à la rue d'Izli, la rue L'Arbib el-Mehdi. Oui, actuellement. Quand on parle de 8 mai 45, il faut parler du 1er mai 45, c'est la naissance. Oui. C'est le 1er mai 45 qu'on a tué Belhafaf. Il y avait des tirailleurs, ils ont tiré dessus, etc. Et Mohamed Zekel, son père, qui était un militant, il a été gravement blessé. On l'a ramené à Place Al-Gracier, chemin Fontainebleau, ex-chemin Fontainebleau, qui est devenu chemin Mohamed Zekel. Alors, il est blessé. Il y a sa fille, Fatima, qui avait 17 ans, elle est née en 1928. Elle l'a reçu, elle a crié, elle a hurlé de voir son père dans cet état. Et alors, il a fait ça, il a pris le drapeau plein de sang, son sang. Alors, il a dit, Fatima, lave-le, repasse-le sur le drapeau algérien. Alors, il a dit, non, papa, je ne le lave pas, je vais le repasser avec ton sang. Et c'est ce qu'elle a fait. Comme pour le conserver. Pour le conserver avec le sang de son père. Et alors après, en 1945, en 1948, elle est devenue militante. Elle est partie à Tlemcen. Et de là, elle s'est mariée avec Ben Ousmane. Et parce qu'elle a ramassé toutes les filles pour devenir des militantes. Et c'est ce qu'elle a fait. Puis elle a continué jusqu'à sa mort. Je parle de ça comme quoi pour dire la complémentarité dans les différentes disciplines artistiques. Vous voyez, on part du théâtre radiophonique pour raconter une histoire justement d'une moudjahida, d'une femme qui est la sœur du grand comédien l'Arbi Zekel, justement, qui a fait du théâtre justement et que vous avez croisé, Sabrina, justement dans les couloirs de la radio. Vous dites que j'ai commencé, pardonnez-moi monsieur Saïd, j'ai juste envie de rebondir sur ce point-là. Vous dites que j'ai commencé
cette aventure à partir de votre plus jeune âge, c'est-à-dire quand vous étiez au lycée, vous avez commencé à écrire des poèmes, Sabrina. Oui, mais... Et à travers cela, après, vous êtes parti vers les petites nouvelles. Et vous vous dites, pour que je puisse partager mon art, il faudrait que j'arrive à franchir les portes d'une institution audiovisuelle. Tout à fait. Et c'est comme ça que c'est fait. Et un jour, vous croisez justement l'Arbi Zekel, vous croisez tous ces noms-là. Abdallah Bouzida, tout à l'heure, moi, j'imitais un petit peu sa voix, parce que c'était un défenseur de l'identité algérienne. Il avait comme une maîtrise langagière, comme ça, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, il maîtrisait la façon comment les Algériens parlaient. Est-ce que c'est grâce justement à ces rencontres humaines que vous avez aujourd'hui toute cette carrière-là, tout ce background-là, tout ce réservoir en vous, culturel, artistique Tout à fait. C'est grâce à l'environnement dans lequel je me suis retrouvée. Voilà, parce que moi, j'écrivais des petites choses comme ça en étant jeune fille au lycée et tout. Et je me suis dit que pour réaliser, pour aller plus loin, je veux dire, il fallait que j'atteigne un moyen d'aboutir, quoi. Ça aurait pu être une maison d'édition pour écrire des livres ou la radio ou la télé. Et puis voilà, donc j'ai atterri à la télé en tant que technicienne du son. Oui. Voilà. Et en voyant tout ce monde autour de moi, d'ailleurs, j'ai pas tardé à commencer à écrire. Hein. Le fait de en me retrouvant à la radio, j'ai travaillé directement à l'auditorium de la radio qui se trouve pas très loin du théâtre, donc dans le patio en bas. Et puis, entre deux enregistrements avec mes musiciens, à l'époque, il y avait Cherif Kortabi, Allah yarhamou, que même Boulifa, Boulifa, oui, Cherif Kortabi, Abdelouahab Salim, je ne sais pas si j'arrive à me rappeler de tout le monde. Enfin, et puis, entre deux enregistrements donc, musicaux, j'allais tout le temps au théâtre regarder ce qui s'y passait. Voilà. Et c'est là que j'ai connu monsieur Saïd Zanoun. Il était tout le temps accompagné de Ersqi Nebti, Allah yarhamou. Voilà. C'est un grand ami à lui. Oui, c'est un grand ami, donc voilà. Oui. Et puis de Mohamed Ouniche, et puis de toutes. Je voulais aussi parler de Mohamed Ouniche. Oui. C'est l'un des pionniers aussi du théâtre radiophonique. Il a consacré toute sa vie pour ça. Aujourd'hui, il faut qu'on le cite, il faudrait qu'on en parle. Qu'est-ce que vous gardez justement de Mohamed Ouniche? Sincèrement, les deux. La question est ouverte. Moi, il m'a traduit. On a collaboré ensemble. Alors on allait chez lui, puis c'était un très bon cuisinier, puis il aime faire les gâteaux. Non, souvent il a fait, les gâteaux, et puis quand j'arrive là-bas, il dit t'inquiète pas, non ça va. Alors il fait la cuisine, il fait bon, c'est bon ça, regarde ça. Alors où est-ce qu'on était là et on commence, alors il traduisait, on travaillait, et on a fait beaucoup de pièces ensemble, avec Mohamed Ouniche, gentil comme tout, et travailleur, et puis respecté. Sincèrement, quand il faisait la distribution des personnages, tout le monde était heureux. Que ce soit Mohamed Debbar, que ce soit Azdim, tout ça, voilà. Je ne sais pas si je vais continuer à parler justement de vos personnages, parce qu'ils sont passionnants. Mais je voulais aborder avec Sabrina peut-être une question avant de parler justement de Berguez. Vous adorez Berguez. On avait parlé tout au début de cette émission, justement, de l'importance de ce format-là. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, le format théâtre radiophonique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un consensus, il y a comme une unanimité qui dit qu'aujourd'hui, en Algérie, c'est vrai que, voilà, il y a les théâtres qui sont un peu désertés. C'est malheureux. Aujourd'hui, le but de cette émission, c'est de un petit peu faire bouger les rangs et qu'on aille investir les théâtres. Il faudrait qu'on crée aussi. L'importance justement du théâtre radiophonique, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est l'un des meilleurs supports de conservation de l'identité, des aspects linguistiques de notre pays, nos traditions? Ça véhicule beaucoup de choses, mais en même temps, ça a une ouverture incroyable sur l'esprit, parce qu'on peut imaginer les décors qu'on veut, les personnages qu'on veut. C'est un rêve. Justement, à travers le théâtre radiophonique, le but
le but de ce que nous réalisons, donc, est justement de faire parvenir une image sonore à l'auditeur. Voilà. Nous, on n'a pas de caméra, on n'a pas de, donc le visuel ne fonctionne pas, c'est juste l'audio. Donc le but est de faire évoluer l'imaginaire de l'auditeur. C'est ça. Donc vous lancez un sketch ou une pièce de théâtre sur les ondes et puis l'auditeur, il a l'embarras du choix pour le choix de la personne, comment elle est grande, elle est petite, elle est blonde, elle est brune, donc il a l'embarras du choix. C'est-à-dire que ça n'est pas décrit. Tout à l'heure, on avait parlé, quand on était, quand on prenait le café ensemble, on avait parlé de forêt. Vous m'avez dit, vous dites, il est dans la forêt. Il est dans après, une forêt. Moi, j'imagine l'idéal de ma forêt, quoi. Eh ben, je vous dis qu'on n'a même pas besoin de dire que cette personne est dans une forêt. C'est-à-dire qu'on crée les bruitages autour du langage qui font imaginer à l'auditeur que cette personne est dans une forêt. Et ça, c'est une discipline à part entière, j'ai l'impression, parce que quand vous parlez de bruitage, avant, les bruiteurs aujourd'hui, c'est vrai, on va sur Internet et puis on demande, voilà. Mais avant, il fallait confectionner les bruits, il fallait créer. Donc, c'était un métier qui existait et ça s'appelait des bruiteurs. Et puis, ils étaient là pour créer le bruitage. Donc, une fois même, j'ai assisté à Aminé Allah yarhamou, voilà, qui faisait le bruitage du battement de cœur. Donc, il le faisait avec un mouchoir face à un micro, à un AKG 414. Voilà, donc il faisait ça avec le mouchoir. Et ça donnait l'effet vraiment battement de cœur. Et voilà. Et tout ça, c'est magnifique. J'ai envie de citer aussi Atman Aliouet, qui était dans cette grande aventure. Mohamed Kshroud. Mohamed Kshroud, oui. C'est une personnalité incroyable. Tout à fait. Voilà, donc... Monsieur Zanoun, je reviens à vos écrits. Vous m'avez parlé justement des enquêtes de... J'aurais aimé compléter quelque chose sur l'art musical. Quand on a enregistré la pièce de Fatima à la radio, on l'a enregistré en langue amazigh et en langue arabe, sur les deux chaînes. Alors je lui ai donné le rôle, de son père. J'ai dit l'arbé. Je dis, tu sais qu'on est obligé de faire 3 répétitions pour qu'on puisse enregistrer la pièce. Il fait, bien sûr. Je dis, toi, tu n'as pas besoin de répétition, parce que tu vas jouer le rôle de ton père. Alors, viens avec ta voix de ton père, et c'est tout. Il a pleuré, et moi, j'ai pleuré avec lui. Les enquêtes de l'inspecteur Amara Saïd. Commissaire, c'est un commissaire, oui. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de raison, ils ont tous un commissaire. Scotland Yard, en France, en Amérique, Peter Cheney, James Gletches. Alors j'ai dit en Algérie, quand même, on a nos commissaires aussi. Comment il ressemble un petit peu à l'inspecteur Tahar? Non, et avant l'inspecteur Tahar. Oui, mais est-ce qu'il le ressemble? Est-ce qu'il est dans le même esprit algérien, quoi? Un peu. L'esprit algérien, mais différent. C'est différent. Est-ce qu'il y a de l'humour dedans? Il y a de l'humour, il y a la dramatique aussi là-dedans. C'est clair. C'est du tragicomique. Oui, c'est ça. Et j'ai créé mon commissaire avec des gens. Ça m'amuse. C'est les intrigues. Alors, je me rappelais quand à la page 15, je sème une intrigue. Oui. Et à la page 75, par exemple, ou peut-être 2 mois après, je me rappelle qu'à la page 15, j'ai fait tel truc. Et alors, je fais jouer mon personnage. Et bien, ça a réussi, puis ça a fait plus. C'était une série du commissaire Amara Saïd. Franchement, j'ai envie d'adresser un message à ceux qui peuvent éventuellement reprendre le théâtre radiophonique, d'essayer de reconstruire, régénérer cette cellule. Elle est encore là, elle est existante, ce noyau dur. Il y a d'autres comédiens qui sont là. Moi, j'ai rencontré Chelouche aussi, qui m'avait raconté des histoires sur le théâtre radiophonique. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont participé à cette belle aventure algérienne, encore une fois, de reprendre ce projet, pourquoi pas, il n'est jamais trop tard, et c'est un support qui marche bien. Les personnes aujourd'hui veulent du théâtre radiophonique. Pour le reprendre, il faut une radio.
Je parle justement de la radio nationale, notamment de notre radio, de nos 3 ou 4 chaînes qui existent. Il y a aujourd'hui des radios, même locales, on peut commencer déjà. D'ailleurs, parlant de Tizi Ouzou, Tizi Bull vous ont rendu hommage dernièrement. Qu'est-ce que ça vous fait réellement quand on vous appelle M. Zanoun et quand on ne vous oublie pas, on vous dit faut venir? Et c'est des jeunes généralement qui sont aujourd'hui à l'avant-garde de, cet art. Je suis fier. Je suis fier, et puis je suis fier de nos enfants. Oui. Parce que par exemple à Tizi Ouzou, on m'a donné 2 classes à qui j'ai donné des leçons de dessin, de bande dessinée. Il y a une classe d'Azazga, une classe de Tizi Ouzou. Ce sont des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Oui. Alors, je leur ai donné la méthode comment dessiner un visage humain en 6 carreaux. Oui. L'emplacement de l'œil, l'emplacement du nez, des lèvres, des oreilles. Et quand ils me l'ont, chacun il a pris une page, et quand ils me l'ont rendu, et Nabila Goumzian, la directrice de la Maison de la Culture, m'a dit, est-ce que vous allez donner des notes? Je dis, bien sûr. Oui. J'ai donné des notes à ces enfants-là. Et à certains, je leur ai donné 10 sur 10. Et la mienne, moi, me la copie, moi, je me suis donné 9 sur 10. Il m'a dit, mais pourquoi 9 sur 10? Je dis, parce que c'est l'élève qui bat le maître ou c'est quoi? C'est ça, ils m'ont battu. Pourquoi? J'ai dit, parce que ils sont intelligents, ils ont compris. Moi, je les fais en noir et blanc, eux, ils me l'ont rendu en couleur. Alors, ils ont jeté la couleur, ils méritaient le point supplémentaire. Écoutez, ça fait vraiment plaisir d'écouter ces notes positives et ces notes d'espoir, parce que quand on voit que nos jeunes s'intéressent et continuent à s'intéresser et que l'héritage est transféré, ça fait du bien. J'ai envie encore une fois de parler des martyrs de la Redoute. Écoutez, c'est le mois de novembre. Il ne faut pas oublier ces femmes et ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour l'Algérie d'aujourd'hui, pour que l'Algérie se porte bien et pour que nous soyons très très vigilants et surtout responsables de notre pays. Il faut s'engager aussi à le travail, être citoyen, à faire du bien, à améliorer chacun de nous dans son domaine, bien sûr, la qualité de notre travail. C'est les martyrs de la Redoute de votre quartier, c'est ça? Oui. Vous aimez ce quartier? Oui, là je suis né au 16 rue David d'Angers, qui est devenu rue Abdel Jafar, c'est mon quartier. Oui. Alors chacun il parle de son quartier, moi j'ai parlé du mien parce que c'est un quartier, et un petit quartier de 5000 habitants en 1954. Mais qui a donné 65, c'est ça? Plus de 60 shahid. Parce qu'on compte 69 shahid, mais sans compter, on dit les victimes civiles. Les civils qui ont été tués par l'OAS. Oui. Pour moi, ce sont des victimes, c'est des shahid. Bien sûr. Voilà. Ils appellent des victimes civiles. Moi, je dis ce sont des shahid. Donc, il y en a plus. Alors, ce quartier-là, et puis là, ce qui m'intéressait, c'est que Didouche Mourad, par exemple, il n'a jamais porté de moustache. Oui. La moustache, elle a été faite par Kassi Abdallah Mokhtar, avec au crayon. Parce qu'il est beau gosse, un sportif, tout ça, il a dit, pour qu'on te croie que tu es chef, il a mis la moustache au crayon. Parce qu'il était jeune. Il était jeune. Ouais. Un jeune chef. Et puis il y a son frère là-bas, personne n'a parlé de son frère Hamid. Abdelhamid Didouche. Abdelhamid Didouche, qui a été arrêté par les hommes de colonel Antoine Argou. Torturé, torturé. En 59. Oui, en 59. On lui a enlevé la langue, on lui a mis un paquet de coton dans la bouche. Il a été fusillé à 2 km de là-bas. Alors, bien sûr, vous parlez de Didouche Mourad, de Dbih Shrif, de Didouche Abdelhamid, de Gassem Mohamed, de l'Abdi Jafar, Gassem Hassan, Amira Saïd. Il y en a, oui. Et la liste, voilà, est longue. Et moi, j'ai envie de tous les citer ce soir parce que, voilà, ce sont des Algériens, ils sont morts pour l'Algérie, pour la liberté. Franchement, on salue votre engagement. Je voudrais ajouter quelque chose à en prenant la maman de Gassem Mohamed, qui a été guillotiné, celui qui a exécuté le commissaire Nefredi. Alors, ils ont mis le chemin des crêtes, ils l'ont appelé chemin Gassem Mohamed. Alors, elle est venue, Khalti Djouar, elle est venue comme ça. Elle a fait دراري روحوا. خالتي الجوار واش كان qu'est-ce qu'il y a؟ قالت نحيوا لي بلاكا هذه. قالوا لها علاش وليدك هذاك يا خالتي الجوار؟ قالت له علاش غير هذا اللي عطيت للجزائر. Ouais, c'est pour dire d'autres enfants qui sont morts. Humble et... Je suis intervenu avec Zahia Kharfallah, tout ça, et on a changé la plaque, on l'a appelé Chemin des Frères Gassem. Et quand ils sont venus la chercher, l'emmener pour placer la plaque, elle a téléphoné à ma femme, elle a dit il faut qu'elle monte avec moi. Oui. Et je l'ai emmenée avec les R4, elle est montée dans les R4, et
Voilà. C'est tellement passionnant de vous avoir tous les 6 deux mois après, elle est morte. en face. 6 mois après, elle est morte. Ouais. Mission accomplie. C'est tellement passionnant de vous écouter raconter toutes ces histoires. J'ai fait aussi un programme dans le genre qui s'appelait Jawahir al-Hurriya, Oui. en 30 parties. Je crois que c'était en 2015. Et j'avais prévu ça pour le mois de novembre spécialement. Et moi, avec les bruitages, ça durait pas très longtemps, ça durait 12 minutes. Oui. Mais c'était un jour, je faisais shahid, enfin masculin. Ouais. Le lendemain, c'était voilà, shahida. Et c'était, avec les bruitages, une description des conditions dans lesquelles ils ont été abattus, ou torturés, etc. Donc c'était sa création, et c'était une intrigue aussi, à travers la petite pièce de théâtre. C'est-à-dire que au début, ça commence par la narration du shahid lui-même, qui n'est plus là. Donc c'était un rôle que je donnais à un des comédiens, ou une des comédiennes. Et elle commence à parler d'elle-même, donc la shahida. Elle commence à parler d'elle-même et à dire, voilà, je suis née tel jour, et j'ai fait ça et ceci, et voilà dans quelles conditions. Et avec les bruitages, bien sûr, vous écoutez les hélicoptères, les bombardements et tout. La première partie, ça concernait Malika Gaïd. Et après, au bout des 12 minutes de diffusion, donc oui, il y avait avec le dénouement, une interactivité, et puis les gens trouvaient c'était de quel martyr il s'agissait. Et la découverte de la personnalité et le martyr dont vous avez choisi, bien sûr, la thématique ou lui rendre hommage. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous avoir tous les deux. Franchement, c'est quelque chose d'intéressant de vous écouter. Allez-y, vous voulez dire quelque chose d'autre? Non, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, dans la tradition de Sur Scène, justement, on est là pour aussi donner au bout du débat, à la clé du débat, il y a une œuvre qu'on présente dans son intégralité pour que nos téléspectateurs profitent justement de cet instant. On parle, on débat, mais en même temps on rend hommage à l'art à travers une diffusion d'une œuvre complète, une pièce théâtrale, une dramatique. Et pour vous, je vous ai offert un petit cadeau ce soir. Il s'agit justement de l'Arlésienne. C'est une adaptation de l'amour et l'honneur, Al-Hubb wa Sharaf, réalisé par Mustapha Badia. C'est une histoire d'Alphonse Daudet, on connaît tous, et avec la musique de Bizet, c'est connu, c'est une œuvre universelle. Sauf que la surprise est là, parce que vous avez les géants du théâtre algérien. On va commencer avec Kiltoum, qui est dans le rôle de Khaira, l'Arabi Zkel, alors dans le rôle de Mahmoud, Mohamed Tahar Foudala dans le rôle de Heshmi, et puis Wahiba dans le rôle de Hanifa, Ali Faddi Allel, Nouria bien sûr dans le rôle de Aïcha, et puis Heshmi Grouebi bien sûr dans le rôle de Mourad, Saïd Hilmi, Atman je crois. Et puis Sissani dans le rôle de Mohamed, et puis Qadri Sgher, une pléiade de comédiennes et de comédiens algériens. L'image, elle est un peu, bien sûr, ancienne, mais ça vaut la peine d'être sous sa couette, de rester branché sur Canal et se remémorer les bons moments de la télé et, bien sûr, du théâtre et du cinéma algérien. J'étais ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, ce soir, ce vendredi, avec toute l'équipe de Sur Scène, à leur tête le réalisateur, bien sûr, Nabil Tribech, l'équipe technique de la régie mobile, de la production, qui nous offre cette atmosphère, cette belle atmosphère. Je les salue, bien sûr, à nos maquilleuses, à nos techniciens, à l'équipe technico-artistique du Théâtre National d'Alger, de Hassal Hadj Omar, à Haïdar Ben Hassim, qui nous ouvre cet espace, et à celles et ceux qui participent de près ou de loin pour la réussite de ce programme. Merci beaucoup, passez une excellente soirée sur Canal. Au revoir, à vendredi.